Bonjour à tous, nouveau débat dans la Bourse au quotidien, numéro 7 avec une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Le décès de Raymond Kopa. Philippe Béchat, qui est notre invité, un commentaire sur Raymond Kopa? C'est le grand Reims qui doit pleurer son héros. Mais au fait, et Bobby Charlton alors Je crois qu'il est toujours vivant. Bon, on va commencer notre débat, il est là, il est avec nous, il est en pleine forme. Philippe Béchat, il n'a pas de cravate aujourd'hui, il est comme moi. Alors Philippe, cette semaine, une actualité de rêve. Les 5000 points sur le CAC 40, nous avons notre ami Donald Trump qui finalement a fait un discours devant le Congrès plutôt sympathique, avec un changement de cravate, un changement de ton beaucoup plus modéré, et puis surtout, on va commencer par ça parce que c'est intéressant de t'entendre là-dessus, Snap. On rappelle que Snap s'est introduit en bourse, levée de fonds plus de 3 milliards de dollars, capitalisation boursière, on est à 30 milliards de dollars, alors que le chiffre d'affaires est simplement de 500 millions et 400 millions de pertes. Bref, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Philippe, que penses-tu de cette exubérance irrationnelle, comme disait mon ami Alan Greenspan? Un travail remarquable de la part de Morgan Stanley et de Goldman Sachs qui nous ont fourgué ce dossier qui atteint, comme tu le dis, une capitalisation de 30 milliards. Alors, je ne sais pas si les gens situent bien ce que c'est. C'est 50% de plus pratiquement que la capitalisation de Peugeot. C'est supérieur à la capitalisation de Kering. Et on ne doit pas être très très loin aujourd'hui de la capitalisation de Schneider. C'est une pure folie puisque là, je vous parlais de groupes industriels qui ont entre 100 et 150 000 salariés alors que Snap, c'est 400 collaborateurs. Donc, faites un rapide calcul, on n'est pas loin de 85 millions de dollars de valeur par collaborateur pour une entreprise qui ne produit strictement rien. Snap, si ça devait fermer demain, c'est, allez, on va dire l'équivalent d'un étage d'une tour à la Défense. Le soir même, tout le monde a débranché ses ordis, il reste plus qu'un pot de fleurs au milieu de la pièce et Snap, il n'y a rien derrière, aucune valeur d'aucune sorte, il n'y a pas d'outils industriels, il n'y a pas de patrimoine immobilier, il n'y a rien, il n'y a que des pertes. Mais voilà, Goldman Sachs ou Morgan Stanley ont vendu ce dossier à des grands de la gestion, des Fidelity, peut-être BlackRock, en disant ça va être introduit à 17, le soir on vous le garantit à 24,50, même si vous n'en voudriez même pas à 7 dollars, vous allez quand même pas cracher sur 5 ou 6 dollars de gain facile. Alors la grande interrogation, c'est est-ce que le parcours de Snap sera celui de Facebook, fois 3,5 depuis son introduction, ou celui de nos amis de Twitter qui a perdu 40% depuis son introduction? Facebook, c'est c'est presque 1,5 milliard d'utilisateurs, alors qu'en gonflant les chiffres, Snap revendique 1 600 000 usagers. On pourrait pas créer une application tous les deux quand même? Au lieu de s'embêter à commenter l'actualité économique, pourquoi on fait pas ça finalement? Oui, on pourrait, par exemple, faire une application où on met la sélection des meilleurs sarcasmes que nous avons produits ou que nous avons entendus sur le marché, ce qui nous amuse beaucoup en général. Bon, on déjeune ensemble après, on en parlera. Alors, l'autre événement de la semaine, CAC 40 à 5000 points. Intéressant. C'est très intéressant puisque 5000 points, c'est rien du tout. Il y a beaucoup d'experts qui disent quand même, dont moi, que les valeurs européennes ne sont pas très chères avec un PER de 14 comparé aux valeurs américaines qui valent 19 à 20 fois. Est-ce que tu ne crois pas quand même qu'il y a, je sais ce que tu penses un peu sur le CAC, mais est-ce que tu ne penses pas quand même qu'il y a une marge de progression sur les valeurs européennes, à condition que, on va en parler après de la politique, à condition qu'on reste toujours dans le même étiage politique, c'est-à-dire qu'avec un duel Macron-Le Pen pour le second tour? D'abord, une chose, c'est quel est l'outil d'évaluation que l'on emploie pour annoncer du PER 14 sur les places européennes. En fait, si on prend par exemple un PER forward, on est plutôt autour de 17, 17,5, ce qui est absolument colossal. Bon, ensuite, effectivement, par rapport aux États-Unis, on a du retard, mais on a du retard par rapport à quelque chose qui est fou, par rapport à un marché qui paye un Snap 30 milliards. Le marché américain est fou. Alors je ne dis pas que c'est M. Trump qui l'a rendu fou, mais on le constate. En fait, ce marché, c'est un canard qui court sans tête. Il n'y a qu'un seul acheteur réellement. L'acheteur, c'est la Banque centrale, c'est le flux. Le reste, c'est jaloux cette liquidité qui me tombe du ciel. Il faut que je l'injecte dans le marché. J'y suis forcé, il y a une répression financière. L'argent ne peut aller que vers les actions. Alors, elles atteignent n'importe quel niveau de valorisation. Est-ce qu'on doit faire la même chose en Europe? Si la réponse est oui, effectivement, le CAC ira plus loin. Mais les 5000 sont intéressants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à 5000, cela équivaut sur le CAC 40 Global Return à un prix d'un peu plus de 12 340. En fait, le Global Return, c'est avec les dividendes réinvestis. Exactement. Bien, nos amis mode de calcul que le DAX qui est comparable et que l'on retrouve aujourd'hui à 12 200, tout près d'ailleurs de ses records de mai 2015. Quant au CAC 40 à l'instant où je vous parle, il retrace exactement son zénith intraday du 6 août
2015, résistance majeure, mais bien sûr, comme on atteint les 5000, vous avez tous les chartistes qui vont vous dire les stops vont se déclencher et on va aller chercher, je ne sais pas, 5100, 5200, mais tout cela ne repose sur rien, c'est complètement hors sol. Un mot pour nos amis, est-ce que tu es plutôt baissier sur le CAC 40 au cours actuel ou est-ce que tu penses qu'on peut continuer à monter? Je pense que nous sommes en train de vivre les toutes dernières séances, la dernière grande bougie blanche que tout le monde attendait. On l'a eu à Wall Street avec ce mois de février extraordinaire, avec 17 séances de hausse sur 21, aucun retracement de plus de 0,2 sur le Dow Jones, c'est quelque chose d'historique en 125 ans, c'est du jamais vu. Donc il y en a qui nous disent que cette bougie blanche, on verra quelque chose d'encore plus spectaculaire, d'encore plus étourdissant, et que en Europe, sorti de ce fameux range 4008, 4009, 4930, eh bien derrière, on doit aller chercher de nouveaux sommets. Sauf que le sommet historique, regardez le CAC 40 Global Return, on y est. Et comment reconnaître qu'un marché est au bout, ou est peut-être au bout de son rallye haussier, c'est quand on commence à vous raconter n'importe quoi, que simplement parce que M. Trump, comme tu disais, est avec une cravate club rayée et qu'il a pris un ton présidentiel. Attendez, il était devant tous ses potes. Il n'a pas parlé d'ailleurs du protectionnisme, il a parlé simplement de 1000 milliards d'infrastructures. Il n'a rien rajouté. Sans rien rajouter. Et pourquoi était-il si à l'aise? Tout simplement parce qu'au Congrès, vous avez à peu près un tiers de multimillionnaires, vous avez un bon panel de milliardaires, donc M. Trump, il s'exprimait devant ses potes, comme il parle dans son country club, dans un de ses nombreux clubs VIP. Donc là, son ton présidentiel, c'était juste son ton un petit peu habituel en de telles circonstances. Mais sinon, il ne nous annonce rien. On devrait s'inquiéter quand même, parce qu'au bout de 4 allocutions, on n'en sait toujours pas plus. On n'en sait rien, mais les marchés apprécient. Précisons quand même en chiffres économiques cette semaine, confiance des consommateurs aux États-Unis au plus haut depuis 2011, et puis des bons indices quand même. Alors, confiance en hausse, mais la consommation qui cale. Les dépenses des ménages sont extrêmement médiocres. Et précisons quand même que dans la zone euro, un indice manufacturier au plus haut depuis 6 ans. Je donne quand même, Philippe, quelques éléments pour expliquer pourquoi les marchés ont monté cette semaine. On va parler maintenant, en avant-dernière partie, de politique. Mon cher Philippe, quelle est ta perception? Non pas quel est ton vote, mais on a vu que l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, qui était de 84 points la semaine dernière, est redescendu à 60 points de base. On est à 30 points de base sur le 10 ans allemand et à 90 points de base sur le 10 ans français. Il semble que les investisseurs se disent que finalement ce ne sera pas Marine Le Pen qui sera à l'Élysée, mais plutôt Emmanuel Macron. Est-ce que tu penses, ou un candidat providentiel qui pourrait être le député maire de Bordeaux, non il n'est pas député, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, bref, que penses-tu? Est-ce que tu penses que sur l'obligataire ça va se calmer? Et comment vois-tu la suite du programme sur ce marché obligataire? Alors, première chose, on parle tout à l'heure de comparer les PER entre les États-Unis et l'Europe et se dire on a du retard. Il est évident qu'aujourd'hui, si on compare le marché obligataire américain avec des hausses de taux qui se profilent d'ici le 15 mars et d'autres probablement à venir début septembre, voire en fin d'année, il est évident que l'environnement semble beaucoup plus favorable au marché obligataire européen. On ne va pas se mettre à dégringoler symétriquement à la hausse des rendements. Deuxièmement, les États-Unis s'en vont vers une nouvelle spirale de l'endettement. C'est ce que M. Trump a promis, de la relance pour une économie qui est déjà largement relancée et en fin de cycle. Donc, on va continuer d'acheter de la croissance à crédit aux États-Unis. Voilà. Donc, qui a envie de détenir encore plus de dettes américaines, qui est de moins en moins solide, de moins en moins assise sur la croissance, avec en plus ça une structure de taux qui va être plus défavorable. Donc, par comparable, je préférais effectivement rester aujourd'hui sur des emprunts européens. Moi-même, je ne le ferai pas parce que je pense qu'il n'y a absolument aucun upside sur les emprunts européens et qu'à un moment ou un autre, la hausse des taux aux États-Unis finira par nous contaminer et que si le spread est revenu effectivement de 85 à 60 points entre le Bund et l'OAT, n'oublions pas qu'il est toujours voisin de 200 points entre le Bund et les BTP italiens, et que là il y a un vrai problème, et que la zone euro est toujours en voie de dislocation, et que c'est par le miracle de l'action de la BCE qui plaît de moins en moins à la Bundesbank que l'ensemble parvient à rester cohérent, mais de toute façon on sait que c'est un processus sans donc solution. Une mort lente. Pour toi, c'est une mort lente. C'est une mort lente et on repoussera les échéances jusqu'au jour où on se dira. Bon, un pronostic pour l'élection présidentielle, Philippe. Comme toutes les élections. J'ai pas dit ton choix préféré. Comme toutes les élections depuis De Gaulle, ça va se faire au centre.
C'est celui qui aura le discours le plus centriste, celui qui sera le moins, Alors, celui qui sera le moins clivant. Allez Philippe, on y va. Bah, disons qu'aujourd'hui, si on devait parier sur celui qui s'expose le moins à la critique parce que son programme, c'est un hologramme et qu'on est incapable de le saisir ou de le prendre par un côté et de le critiquer et d'en faire un repoussoir, Emmanuel Macron manœuvre magnifiquement puisqu'il ne dit rien. Alors précisons quand même que chez les bookmakers londoniens, j'ai regardé ça ce matin, notre Emmanuel Macron est à 2,5 contre 1, Marine Le Pen est à 3,5 contre 1, et ton ami de la Sarthe, François Fillon, est à 7,5 contre 1. Alors vous avez compris que c'est un sarcasme, hein, bien sûr. Hein, quant à Benoît Hamon, il est à 30 contre 1. Voilà, donc c'est un petit peu ça. On va finir en parlant valeur. Juste un mot sur les biotech cette semaine. Encore une semaine très difficile. Il y a une société qui s'appelle Serenis Therapeutics qui a échoué en phase 2 pour des problèmes coronariens. L'action a perdu 85% hier. Attention donc aux biotech. Il y a des rumeurs sur Genfit d'OPA de la part de Novartis qui travaille dans la maladie de NASH pour les problèmes de foie. Sinon, pas mal de bonnes publications. Ingenico, ce matin, Ingenico il y a 2-3 jours avec une très bonne publication. Gemalto ce matin, bonne publication. Pas tellement de volume. Un mot peut-être Philippe en plus sur les valeurs. T'as des choses qui t'ont choqué, interloqué, interpellé cette semaine ? Bah, je remarque aux États-Unis, un pays dont la croissance est assise sur la consommation, la distribution n'arrête pas de morfler. Après Target et Costco hier qui annoncent avoir manqué ses objectifs de vente. Et c'est vraiment le musée des horreurs quand on regarde le parcours boursier de la distribution aux États-Unis. C'est le seul secteur pratiquement qui ne progresse pas depuis le début de l'année. Et ça finit même par contaminer en fait la distribution en Europe. Et là, on veut dire que véritablement, les gérants, ils ont vraiment pris en grippe ce secteur. Alors, va-t-il ressortir de l'ornière ? Pour l'instant, on a l'impression quand même que c'est plutôt les financières et les technos qui ont le vent en poupe. Mais je rappelle que les technos, on est là purement dans un contexte psychologique de bulle. Voilà, on a évoqué Snap et on pourrait évoquer également d'autres valorisations complètement délirantes avec des records en cascade sur les fameuses GAFA. Précisons quand même, Philippe parlait de la distribution, que la consommation des ménages, c'est 2/3 du PIB américain, donc c'est 66%. Et donc si la consommation se grippe, on va vers une récession. Aux États-Unis, un mot de Hitch qui est suspendu. Tu prenais, moi je prenais jamais pris de ma vie Hitch, je prends plutôt Uber. Non, je suis pas suffisamment sous et tardivement dans le centre de Paris. L'argument que Hitch s'est réservé aux noctambules un peu éméchés, quelque part ça tient pas debout parce que pourquoi y aurait-il un service particulier pour des gens qui sont dans un état second et qui risquent de vomir sur la banquette arrière. Je veux dire que Uber ou les taxis font ça aussi bien qu'un service qui serait dédié. Donc réellement, je ne sais pas si le modèle Hitch a une vraie pertinence. Précisons que chauffeur privé, le grand concurrent d'Uber, a levé 50 millions d'euros et qu'il y a beaucoup de soucis autour d'Uber en ce moment. Un dernier mot, Philippe, peut-être, sur la semaine qui vient, BCE et chômage, c'est ça, BCE la semaine prochaine jeudi ? Ouais. Chômage américain ? Tu vois ça comment ? Chômage américain, BCE, il se passera rien, non ? On a vu, mais là les chiffres sont complètement artificiels, on a vu les inscriptions hebdomadaires au chômage atteindre leur plancher depuis 1973. Alors ce qui me fait beaucoup rire parce qu'on est arrivé à 223 000 inscriptions, sauf que sous Nixon, et à l'époque c'était la fin de la guerre du Vietnam, il y avait 212 millions d'Américains, aujourd'hui il y en a un peu plus de 320, vous faites le calcul, ça fait exactement 50% de plus, donc arriver à un même nombre de demandeurs ou de gens éligibles à une indemnité chômage alors qu'il y a 50% de population ou plus, et que M. Trump vous dit par ailleurs qu'il y a 96 millions d'Américains qui ne travaillent pas et qui pourraient travailler, même si vous pensez que M. Trump exagère tout et qu'il a multiplié ce montant par 2, quand on voit le nombre de gens qui sont au food stamp aux États-Unis, on peut penser qu'il y a effectivement environ 50 millions de personnes qui ne travaillent pas et qui le pourraient. Et dans ces conditions, les tensions qu'on
qu'on nous évoque sur le marché du travail et ces 223 000 inscrits, tout ça, c'est véritablement c'est surréaliste, à mon avis. Précisons aussi que le taux de participation, c'est simplement 63% aux États-Unis. Ce qui est Voilà. un faible taux de participation. Contre 67, 68, justement, dans les années 70. Donc ça ne remonte pas. Et quand on dit qu'on nous a créé, je ne sais plus combien, 9 millions d'emplois depuis 2008, ce qui est curieux, c'est que la masse salariale n'a pas augmenté, elle, que le salaire médian chute. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on a créé effectivement 9 millions d'emplois, mais souvent ce sont des demi, voire des tiers d'emplois. Donc en vérité, chaque emploi créé ne correspond pas à une personne au travail en plus. Ça veut dire simplement qu'on peut créer 9 millions d'emplois et laisser au chômage 6 millions de personnes. Donc je dois dire que là, les chiffres du chômage qui seront publiés la semaine prochaine, n'auront à mon avis aucune valeur probante. Voilà, merci à tous. Philippe, tu fais quoi ce week-end ? Ce week-end, je pense que je vais aller me distraire, aller voir peut-être un one-man show sur Paris. J'aime beaucoup Gaspard. Non, on n'a pas parlé des Oscars. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de l'enveloppe ? C'est quand même invraisemblable l'histoire de l'enveloppe de notre histoire. La Joker, je n'ai pas d'idée là-dessus. C'est quand même hallucinant qu'aux Oscars on se soit trompé, comme si nous on se trompait de valeur et que tu recommandais Peugeot alors que tu veux acheter Renault. Bref, c'est terminé. Bonne semaine, bonne soirée, bon week-end à tous. Philippe, à bientôt.